Il faut le qualifier, ce régime, c'est quoi? Marie-Christine Tabar. Il est extrêmement opaque. Oui. Totalement opaque. C'est l'armée, les services secrets, la présidence. C'est la Corée du Nord à 800 km de Marseille. Waouh. Carrément. C'est un peu ça. Et je suis sûr que la Corée du Nord est plus simple. Est-ce que Tebboune... Expliquez-moi la Corée du Nord. Et Tebboune n'est pas Kim. Hein, Oui. Kim est caché quelque part dans l'état-major, ou c'est ça? Non, mais c'est vrai ça. En tout cas, aussi opaque. Bouteflika, enfin tout le système Bouteflika a été quand même balayé. Tout ça parce que l'Algérie veut s'autogérer. Ben oui, c'est un pays souverain. Vous l'avez peut-être oublié. Et puis, quant au fait d'être opaque, elle a tout à fait le droit d'être opaque. De ne pas tout vous dire. De ne pas être transparente. Encore une fois, c'est un pays souverain. Et puis, entre nous, pourquoi regarder toujours vers Alger, alors que chez nous, on a un parfait exemple de régime, oui, de régime totalitaire. Il y a cette petite musique qui monte là dans certains cercles à Paris, une formule un peu choc pour décrire l'Algérie. Ah oui. La Corée du Nord de la Méditerranée. C'est une image forte quand même. Oui. On parle d'un pays opaque, d'un régime mystérieux, d'un pouvoir illisible, quoi. C'est presque un élément de langage. C'est ça. Et c'est une formule qui justement est peut-être plus révélatrice de celui qui la prononce que de celui qu'elle est censée décrire. C'est-à-dire? Mais comparer Alger à Pyongyang, c'est intellectuellement paresseux, ça n'explique absolument rien de la réalité algérienne. D'accord. Par contre, ça en dit très long sur une forme de frustration et même, je dirais, une sorte de nostalgie qui persiste à Paris. Une nostalgie de quoi exactement? De l'influence perdue? Précisément. C'est la frustration face à une réalité qui est simple, mais apparemment très difficile à digérer. L'Algérie est une nation souveraine. Totalement. Souveraine. Et au fond, elle n'a jamais réellement appartenu à personne, même après 132 ans d'une colonisation qui visait à nier son existence même. Donc ce discours sur l'opacité serait un paravent. C'est souvent le paravent d'une difficulté à accepter ça, cette souveraineté pleine et entière. Bon, d'accord, laissons de côté la comparaison avec la Corée du Nord, elle est manifestement excessive, je vous l'accorde, mais restons sur cette question de l'opacité. D'accord. Parce qu'elle vient pas que de Paris, cette critique. Des partenaires économiques, d'autres diplomates européens se plaignent aussi de cette difficulté à savoir qui décide à Alger par Alger. C'est un vrai problème pratique, non? Quasi chirurgical. C'est un problème pour qui cherche un rapport de force qui lui est favorable. Ce qui est fascinant ici, je pense qu'on se trompe de diagnostic. Le vrai point de crispation. Ça nous révèle comment les rapports ce n'est pas tant une prétendue opacité. C'est plutôt une clarté qui dérange. La ligne algérienne, en réalité, elle est assez lisible pour qui veut bien la regarder. C'est qu'est-ce qu'on y lit alors? On y lit que le pays ne prend plus ses ordres à l'extérieur. Et c'est ça, le cœur du malaise. C'est pas que le système est illisible, c'est que ce qu'on y lit ne plaît pas. Et qu'est-ce qui déplaît tant, justement? C'est l'affirmation d'une indépendance stratégique sur plusieurs piliers. D'abord, c'est un pays non aligné. L'Algérie ne fait pas partie de l'OTAN. Ce qui est une exception dans la région. Un homme présenté comme mourant, une exception, et elle n'a aucune intention de le devenir. Ensuite, c'est une diplomatie qui ne s'aligne pas systématiquement sur l'agenda de Washington ou de Bruxelles. Et puis, il y a ce point crucial, le refus catégorique des normalisations imposées. Non, bien sûr. Vous faites allusion aux accords d'Abraham, j'imagine, mais aussi la normalisation avec Israël. Exactement. Alger voit une rupture du consensus arabe et africain sur la question palestinienne qu'elle a toujours considérée comme une cause de décolonisation. D'accord. Donc, refuser de suivre ce mouvement, c'est refuser d'endosser le costume du partenaire docile, celui qui accepte les agendas décidés par d'autres. Disons qu'une année en prison, donc ce qui est perçu comme de l'opacité. C'est incroyable. C'est en fait le spectacle d'une ancienne colonie qui agit en puissance régionale autonome, avec sa propre vision, ses propres intérêts. Et ça, visiblement, c'est dur à accepter. Cette posture de principe, cette souveraineté érigée en dogme, est-ce que ça ne mène pas à l'isolement? À force de refuser, de vouloir jouer sa propre partition, est-ce que l'Algérie se coupe pas du monde? C'est là où il faut vraiment ancrer la lecture dans l'histoire pour comprendre. Allez-y. Ce que l'on perçoit de l'extérieur comme de l'isolement ou une posture de défi est vécu de l'intérieur comme une protection, un bouclier, une protection contre eux. La question fondamentale que se pose le pouvoir algérien, c'est pourquoi devrions-nous rendre des comptes ou jouer la transparence pour ceux qui, hier, nous ont pillés? Dans cette perspective, la vraie souveraineté, c'est pas de faire plaisir aux éditorialistes parisiens, c'est de ne plus jamais avoir à demander la permission pour exister. C'est une vision très défensive de la souveraineté quand même. C'est une vision qui est le fruit d'une histoire extrêmement violente.
Cette opacité, au fond, elle n'existe que pour ceux qui pensent encore avoir un droit de regard sur les affaires algériennes. Pour le pouvoir à Alger, ne pas tout dire, ne pas tout montrer, c'est la première des souverainetés. C'est garder ses cartes aux mains. J'entends la logique historique, mais soyons critiques. Des voix, et pas seulement à Paris, des voix de l'opposition algérienne aussi, disent que cette rhétorique de la fierté nationale, oui, elle sert aussi de paravent. Un discours pour justifier le pouvoir d'un système politico-militaire, centré sur l'armée, et pour éviter les questions qui fâchent sur la gouvernance, la corruption. Le mot clan ou système est souvent utilisé. Mais je pense que ça simplifie une réalité bien plus complexe. C'est-à-dire ? La force fondamentale de l'Algérie, son centre de gravité, ça ne vient ni de son gaz ni de son pétrole, même si ça compte, bien sûr. D'où vient-elle alors ? Elle vient d'un événement fondateur, unique dans la région, celui d'un peuple qui a vaincu militairement l'une des plus grandes puissances coloniales de l'époque. Ce n'est pas un détail, c'est l'ADN du pays. Et l'armée actuelle en serait la gardienne ? Exactement. L'Armée nationale populaire, l'ANP, c'est pas une caste sortie de nulle part. C'est l'héritière directe de l'Armée de libération nationale, l'ALN. L'armée de la guerre d'indépendance. Voilà. Il faut s'imaginer ce que c'était. Une armée née dans les maquis, dans la clandestinité, dans le sang. Ce pays n'a pas été donné, il a été arraché, au prix, selon les chiffres algériens, d'1,5 million de morts. C'est une mémoire qui structure tout en fait. Et structure l'État, et en particulier son armée, qui se voit comme la colonne vertébrale qui empêche le pays de s'effondrer ou de retomber sous influence étrangère. La critique sur la gouvernance est légitime, mais elle passe à côté de ça. D'accord. Alors si on écarte définitivement Pyongyang, quelle est la boussole diplomatique de l'Algérie aujourd'hui ? Cette histoire de la guerre de libération, est-ce que c'est pas un logiciel des années 70 qui la déconnecte un peu du monde actuel ? Au contraire, c'est précisément ce logiciel qui explique sa politique d'aujourd'hui. L'idée d'un pays isolé est un mythe entretenu par ceux qui ne regardent que vers l'Occident. Ah oui ? Ils oublient qu'Alger, dans les années 60 et 70, était surnommée la Mecque des révolutionnaires. La Mecque des révolutionnaires. La capitale mondiale des mouvements de libération. Attendez, ça c'est fascinant, parce que quand on pense aux années 60, à la contestation, on pense à Paris, à Berkeley, à Londres. Bien sûr. On pense pas du tout à Alger. Concrètement, ça voulait dire quoi ? Concrètement, ça veut dire que Nelson Mandela, lui-même, avant de devenir cette icône mondiale, il a reçu l'une de ses toutes premières formations militaires en Algérie. Il a obtenu un soutien logistique, financier et un passeport algérien pour voyager. L'ANC avait des bureaux à Alger. C'est incroyable. Et c'est Alger qui a porté la voix de la lutte anti-apartheid sur la scène internationale bien avant que ça ne devienne une cause consensuelle en Occident. C'est un pan de l'histoire qui est complètement effacé de la mémoire collective en Europe, on dirait. Totalement. Et ce n'était pas que l'ANC. Alger a soutenu et armé le MPLA en Angola, le Frélimo au Mozambique, le PAIJC en Guinée-Bissau, tous les grands mouvements de libération africains. Et au-delà de l'Afrique. Au-delà. Les Black Panthers américains y trouvaient refuge, les révolutionnaires vietnamiens, les Palestiniens bien sûr, des mouvements de gauche d'Amérique latine. C'était un carrefour. Et ça a eu des résultats. C'est l'Algérie qui a mené la charge diplomatique en 1974 pour faire expulser le régime de l'apartheid de l'Assemblée générale de l'ONU. Un coup de tonnerre à l'époque, j'imagine. Absolument. Un coup de tonnerre. Mais cet héritage, comment il se traduit aujourd'hui ? Le monde a changé. Il se traduit par une diplomatie qu'on pourrait qualifier à contre-courant. Prenez le Sahel. Oui. Alors que beaucoup, notamment la France, ont prôné une approche militaire, Alger a toujours plaidé pour des solutions politiques, refusant la militarisation étrangère à sa frontière. C'est un point de friction majeur. Et sur la Palestine ? Le soutien est indéfectible. Pas par posture, mais par fidélité à sa propre histoire. Et puis, il y a cette capacité, devenue rare, à parler à tout le monde. Alger dialogue d'égal à égal avec Moscou, Pékin, Washington et Ankara, sans jamais entrer dans une logique de bloc. Et ça dérange. Ça prouve qu'une autre voie est possible. Voilà, une voie indépendante. Donc, si on rassemble toutes les pièces, cette obsession ou cette peur que l'Algérie inspirerait à certains cercles en France, d'où vient-elle précisément ? Elle vient, je pense, de la conjonction de 3 éléments. L'antithèse du modèle néocolonial. Lesquels ? Premièrement, un peuple extrêmement fier, avec une conscience historique aiguë du prix payé pour sa liberté. Difficilement manipulable. D'accord. Deuxièmement, une armée nationale qui, malgré les critiques, est issue du peuple et de la guerre de libération. Et troisièmement, une diplomatie qui, par principe, refuse les alignements automatiques.
Ce que vous décrivez, au fond, c'est pas de l'opacité, c'est une sorte de prévisibilité inflexible. On sait qu'elle dira non. Exactement. Ce n'est pas de l'opacité. C'est l'exercice plein, entier et totalement décomplexé de la souveraineté. Une souveraineté non négociable. Non négociable. Et c'est cette absence de prise, cette impossibilité d'influencer le cours des choses qui est anxiogène pour une ancienne puissance coloniale. En fait, quand on vous écoute, la question se retourne complètement. Ah! On se demande si le vrai problème, finalement, il est à Alger, ou s'il n'est pas plutôt un symptôme d'un malaise bien français. C'est toute la question. Pourquoi cette focalisation médiatique quasi obsessionnelle sur un pays qu'on prétend par ailleurs en déclin ou insignifiant? Oui, pourquoi? Pourquoi cet acharnement à décrypter l'opacité d'un régime étranger quand la scène politique française elle-même est traversée par des crises profondes, la violence sociale, des divisions? C'est peut-être une diversion facile. Ou le symptôme d'un deuil qui n'est pas fait. Un deuil colonial qui n'en finit pas. C'est possible. Ce qui est certain, c'est que l'Algérie, qu'on l'apprécie ou non, est aujourd'hui une puissance régionale stable, un acteur incontournable en Afrique. Et qui pèse. Et qui pèse. Mais le point le plus important dans tout ça, c'est que c'est un pays qui, pour la première fois de son histoire moderne, n'a plus besoin du regard ou de la validation de la France pour avancer. Et c'est peut-être ça, le changement le plus insupportable pour certains. Ce qui nous laisse avec une dernière interrogation, une pensée pour la suite. Une relation postcoloniale peut-elle un jour se défaire totalement de ce que vous appeliez le droit de regard de l'ancien colonisateur? Ou est-ce que ce regard, à mesure que l'influence s'estompe, est condamné à devenir une obsession, un fantôme qui hante la relation?